Khadijatou Marou-Sama, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de développement, d'enseignement supérieur et de recherche en Afrique et membre du centre de réflexion Thinking Africa. Les enseignants des universités publiques au Niger ont entamé leur deuxième mois de grève récemment, même si le mouvement semble suspendu en ce moment. Quelle est la raison de cette crise ? En fait, au Niger, les enseignants-chercheurs des universités publiques ont créé le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Donc, à travers ce syndicat, ils mènent des revendications auprès du gouvernement. Donc, la récente grève, en fait, date du 20 janvier 2020. Et elle s'explique principalement par le non-paiement des arriérés des salaires des enseignants-chercheurs. Et aussi, une autre revendication concerne en fait la loi relative à la nomination des recteurs et des vice-recteurs. Donc, les enseignants-chercheurs nigériens s'opposent en fait à une implication du gouvernement dans cette nomination-là. Ils voudraient que ces nominations restent dans le cadre d'un conseil scientifique ou de... Scientifique, voilà, qu'ils aient vraiment la même mise sur cette nomination, puisque, bon, étant des chercheurs, entre eux, ils peuvent se concerter et éventuellement faire des votes pour pouvoir élire leur recteur ou vice-recteur. Y a-t-il un risque d'année blanche pour les milliers d'étudiants du supérieur du Niger ? En fait, déjà dans les années 90, il y a eu des années blanches au niveau de la première université nationale, la première université publique qui est l'université Abdou Moumouni de Niamey, implantée au sein de la capitale Niamey. Donc, parce que si vous voulez, il y a incessamment des grèves d'étudiants. Quand ce ne sont pas les étudiants qui sont en grève, ce sont les chercheurs et vice-versa. Donc, cette université, à l'image même de nombreuses universités africaines, donc, traverse vraiment une crise profonde. Donc, je pourrais dire qu'avec ces nombreuses grèves, il y a effectivement le risque d'année blanche parce qu'actuellement, d'ailleurs, les années académiques s'étalent sur plus d'un an. Donc, ce qui ne permet pas vraiment aux étudiants de valider à temps, d'avoir à temps leur diplôme. Et donc, ils stagnent vraiment au sein de cette université-là. Alors, ce n'est pas un exemple isolé. Le cas du Niger, dans de nombreux autres pays africains ont connu le même type de problème. Vous êtes l'auteur récemment d'un article sur l'enseignement de la recherche en Afrique. Quel est l'état de cet enseignement ? L'enseignement supérieur, pour parler de l'enseignement supérieur en Afrique, principalement, je dirais en Afrique francophone, il faut dire qu'en fait, plusieurs universités connaissent en fait une crise. Comment expliquer cette crise? En fait, elle date des années 80-90 parce que, si vous voulez, au lendemain des indépendances des pays africains, il y a eu une crise économique des années 80. Et donc, des institutions financières comme le FMI ou la Banque mondiale internationale sont venues intervenir en Afrique pour dicter en fait ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel. Ce sont en fait des politiques qui ont été imposées aux États africains, qui n'ont pas concerné d'ailleurs que le domaine de la formation, la santé. Avec des ajustements drastiques sur les budgets de l'État qui étaient consacrés au domaine de la santé, de l'éducation. De l'éducation, exactement. Donc, les États africains n'étaient plus maîtres de leur politique. Malheureusement, ces politiques d'ajustement structurel se sont montrées inefficaces, donc non adaptées au contexte africain. Ce qui fait que les universités africaines se sont retrouvées, en fait, elles sont tombées dans une crise profonde et jusqu'à aujourd'hui encore, on sent les effets, les conséquences néfastes de ces politiques-là. Avec des enseignements de matière très générale qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins du marché du travail. Exactement, c'est l'un des problèmes aussi dont souffre le monde de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas nécessairement d'adéquation entre les formations et le monde professionnel. Et aussi, il faut ajouter à cela le surpeuplement des salles de cours. Donc, ce qui fait que les enseignants-chercheurs se retrouvent en fait avec de nombreuses copies à corriger. Et donc, forcément, ils n'ont pas nécessairement assez de temps à consacrer à l'activité de recherche. Voilà. Non. Dans ce tableau, qui n'est pas alarmiste partout, il y a aussi des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, qui ont accompli le virage aussi de la modernisation des universités. Quels sont actuellement les pays qui s'en sortent le mieux ? Déjà, permettez-moi de souligner qu'en fait, la recherche scientifique et l'enseignement supérieur contribuent au développement des pays.
Malheureusement, en Afrique, les pays n'arrivent pas encore à tirer profit de ces domaines-là. Il faut rappeler que les pays émergents tels que l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, qui étaient avant des pays considérés comme étant sous-développés, se sont développés aujourd'hui grâce à leur solide attachement à ces deux domaines-là, c'est-à-dire la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Et malheureusement, la Corée du Sud aussi, on sait que l'investissement dans le capital humain a permis de développer à une vitesse accélérée le pays. Exactement. Donc, en Afrique encore, cet acquis-là de la recherche scientifique n'est pas encore... comment dire, on ne sent pas vraiment que c'est une priorité Une priorité, voilà. On ne sent pas vraiment que c'est une priorité pour les États. Même dans des États comme le Maroc qui ont beaucoup investi dernièrement, non, ou l'Afrique du Sud Justement, donc pour répondre à votre question, justement, il y a des pays qui s'en sortent comme les pays du Maghreb, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Et si on parle en termes de langue, il faut souligner que ce sont les pays anglophones qui s'en sortent le mieux, comme l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Kenya. Donc, le Rwanda aussi. Ce sont surtout les pays francophones, en fait, qui sont vraiment en arrière côté recherche. Peut-être avec un bémol quand même sur des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, non? Exactement. Quand on prend l'Afrique francophone aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas aussi généraliser parce que, bon, il y a quand même des spécificités selon les pays. Si on prend le cas de l'Afrique du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ces pays-là quand même s'en sortent côté recherche et ce n'est pas un hasard si ces pays-là sont quand même à un niveau de développement plus élevé que des pays comme le Niger ou le Mali, qui sont quand même des pays, qui font partie des pays les moins avancés et où la recherche et l'enseignement supérieur traversent une période difficile. Y a-t-il un début de rapprochement avec les entreprises? Parce qu'on sait que c'est souvent un problème pour les jeunes étudiants africains qui sortent du supérieur, qui sont formés souvent. Ils ont du mal à trouver du travail parce qu'eux aussi, ils n'ont pas fait les stages, parce que ces stages étaient difficiles aussi d'accès pendant leur scolarité. Les questions d'alternance ne sont pas autant développées qu'on pourrait le voir dans d'autres pays du monde? Oui, parce que en Afrique, généralement, en Afrique francophone principalement, c'est que justement, il y a des pays qui souffrent de ce manque de développement des entreprises. Le secteur privé n'est pas assez développé. Il faut aussi souligner que quand même, il y a des tentatives permettant en fait de créer des partenariats entre le monde public et le monde privé. Mais quand même, pour l'instant, l'inadéquation justement des systèmes de formation par rapport aux entreprises fait qu'il reste encore des difficultés sur ce plan-là. Mais de nos jours, il faut souligner quand même que l'entrepreneuriat est en train de se développer dans les pays africains. Alors, beaucoup de ces universitaires deviennent aussi chercheurs. Quelles sont les sources de financement pour leurs projets, pour leurs terrains de recherche? Bonne question, parce que déjà, permettez-moi de souligner qu'en Afrique, justement, l'un des problèmes cruciaux dont souffrent les chercheurs, c'est le manque de financement. Le manque ou même la quasi-inexistence de financements nationaux de recherche. Des fonds nationaux consacrés. Fonds nationaux consacrés à la recherche et à l'enseignement supérieur. Donc ces pays-là dépendent beaucoup, ils dépendent beaucoup de l'extérieur, des bailleurs de fonds internationaux. Donc pour répondre à votre question, les bailleurs de fonds internationaux qui appuient l'Afrique en matière de recherche et enseignement supérieur peuvent être classés en 4 catégories. Nous avons les banques bilatérales de développement, à l'image de l'Agence française de développement. Nous avons les banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale, voilà. Et nous avons aussi les organisations de recherche pour le développement. Comme exemple, nous avons l'Institut de recherche pour le développement qui s'investit quand même beaucoup sur côté recherche en Afrique. Et enfin, nous avons la philanthropie. Ce sont des fondations, donc ce sont des ressources en fait privées. Beaucoup allemandes, scandinaves notamment. Américaines, voilà. Donc ce sont des fondations privées qui financent quand même, qui appuient la recherche et l'enseignement supérieur en Afrique.
avec la possibilité aussi de partenariat entre universités africaines, universités occidentales, je ne sais pas, du Royaume-Uni, où on fait des sollicitations à projets de manière commune. Exactement. Les pays du Nord, ça entre dans le cadre de la coopération scientifique internationale. Donc, généralement, on voit en fait des universités africaines qui collaborent avec des universités des pays développés. Donc, ça leur permet de monter des projets conjointement. Ça leur permet aussi d'avoir l'occasion, ça permet aux chercheurs africains d'avoir l'occasion de venir dans les pays développés pour pouvoir échanger à travers des rencontres scientifiques. Et juste aussi, concernant justement cette question de financement dont je parlais tout à l'heure, c'est que il faut dire que, je disais tout à l'heure que justement les financements nationaux en Afrique sont quasi inexistants. Donc, j'aimerais souligner, s'il vous plaît, que dans la plupart des pays africains, les dépenses allouées à la recherche et au développement sont inférieures à 1% du PIB. À titre d'illustration, nous avons 17,9 $ par habitant et par an de recherche, de dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au développement en Afrique. Alors qu'en Asie, on a jusqu'à 149 $. Et quand on va dans les pays développés de l'OCDE, nous avons jusqu'à 775 $ par habitant. Donc, ça démontre en fait le manque chronique de financement alloué à la recherche en Afrique. D'ailleurs, la stratégie 2024 de l'Union africaine recommande aux pays africains de consacrer 1% de leur PIB à la recherche d'ici 2030. D'accord. Quel est le regard que portent les chercheurs africains sur cette aide internationale en matière de recherche? Est-ce que ça ne crée pas de temps en temps des tensions entre chercheurs africains, européens? Est-ce qu'ils aimeraient être davantage financés, comme vous le dites, par l'Union africaine ou des fondations africaines pour faire leurs travaux? Ça ne fait pas très longtemps, justement, dans le cadre d'une étude, je me suis entretenue avec des chercheurs africains et il en ressort en fait que ils reconnaissent en fait que c'est vraiment grâce aux financements internationaux qu'ils arrivent à conduire des activités de recherche et donc à faire carrière dans la recherche. Ça leur permet donc d'avoir des financements, de monter des projets, de faire des publications, de se faire connaître parce que dans le monde de la recherche, publier est crucial puisque ça permet de se faire connaître et éventuellement d'avoir de nouvelles sources de financement. Donc, ça leur permet aussi donc, de jouir d'une certaine visibilité donc, à l'échelle internationale. Ils reconnaissent également que grâce à ces financements internationaux-là, les universités arrivent quand même à avoir des matériels et équipements qui sont d'actualité parce que généralement en Afrique, les équipements sont obsolètes et donc ça ne permet pas vraiment d'avoir des résultats beaucoup plus fiables. Mais quand même, il faut souligner qu'il y a des tensions. En matière de collaboration scientifique entre pays du Nord et pays africains, il y a des tensions. Ça porte sur quoi? Sur le leadership de la recherche, sur les sujets sur lesquels on va porter les études? En fait, justement, les chercheurs et anciens chercheurs africains se plaignent généralement du fait qu'ils sont dans une position en fait, de maître à élève quand ils collaborent avec les pays du Nord, les pays développés. Bon, cela peut s'expliquer éventuellement par le fait que ce sont les pays développés qui apportent les financements. Et qui définissent les termes de définition. Voilà, ils définissent les agendas de recherche alors que les pays africains sont dans une position presque perpétuelle de demandeurs ou de bénéficiaires. Et autre aussi plainte des chercheurs africains à l'encontre de leurs homologues des pays développés, c'est que justement ils sentent qu'ils n'ont pas en fait assez de marge de manœuvre dans la conduite des activités de recherche. Il faut quand même souligner que quand il y a un programme qui est financé qui est financé en Afrique, on ne peut pas quand même écarter les chercheurs africains puisque quand même ce sont eux qui connaissent le contexte local. Qui ont la maîtrise du terrain. Voilà, qui ont les maîtrises du terrain et donc voilà, ça fait partie de leur plainte. Oui. Ils aimeraient bien que ça évolue. Et ça évoluera positivement si l'Afrique investit dans le domaine de la recherche. Exactement. Khadijatou Maroussama, merci infiniment. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Merci encore.